Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et bravo, bravo d'avoir bravé les chaotiques transports, ou pas de transport du tout même, pour être avec nous ce soir. Vous savez, le cycle Jeudi Science, c'est chaque premier jeudi du mois. C'est un cycle qui est organisé par le groupe d'édition Human 6 et par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, SEIN. Et donc ce cycle, en fait, vous propose une rencontre avec un auteur sur une thématique liée à la science ou à l'innovation. Donc vous avez le programme à votre disposition dans la petite brochure, le programme du premier semestre. Vous y trouverez dans cette brochure une petite fiche qui vous demandera vraiment quelques minutes à remplir. On peut même vous passer des crayons si vous n'en avez pas, des stylos, et nous la laisser en partant, ce serait l'idéal. C'est une fiche qui nous permet simplement de mieux vous connaître et donc de mieux répondre à vos attentes. Donc le programme, je vais juste dire que le prochain Jeudi Science est consacré en fait à un livre sur les contes de fées, un décryptage des contes de fées, et c'est le 6 février. Voilà. Donc ce soir, le sujet est d'actualité, je devrais même dire qu'il est brûlant. Donc le climat avec une experte du sujet, la physicienne et climatologue Marie-Antoinette Mélière, donc, qui est venue de Grenoble. Donc elle aussi a dû affronter pas mal d'inconvénients. Et Marie-Antoinette a coécrit un livre aux éditions Belin consacré au climat, qui s'appelle Climat, et qui donne des clés en fait pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui et pour pouvoir mieux comprendre, donc mieux aussi agir et sur un enjeu aussi important, aussi crucial. Les soirées Jeudi Science sont animées par Antoine Boussin, toutes nos soirées, que je salue. Merci Olivia. Et donc j'en profite aussi pour vous dire que évidemment le livre de Marie-Antoinette Mélière est disponible à la vente, donc grâce à notre libraire, la librairie Henri IV. Qui est déjà en train de lire le livre. Hein, donc ça c'est bon signe, hein. Quand la libraire lit un livre, c'est quand même super bon signe. Et vous pourrez bien sûr vous le faire dédicacer par l'auteur. Donc je vais juste vous dire excellente soirée. Et je vais passer la parole à... moi je suis... voilà, peut-être... voilà. Ben, prenez le micro, Marie-Antoinette, hein, je ne vais pas parler très longtemps, moi je vais vous poser des questions. Alors, vous avez donc, c'est un livre que vous avez écrit avec Chloé Maréchal. Il y a eu une première version en 2015, et vous nous expliquerez pourquoi vous avez tenu à en faire une deuxième. Alors, il n'y en aura peut-être pas tous les 5 ans, mais à mon avis, à la fin du livre, on a compris que vous ferez peut-être une troisième version, et une quatrième et une cinquième dans les années qui viennent. Chloé Maréchal, elle est docteure à l'université en géochimie, enseigne les sciences de la Terre depuis 2012 et est responsable d'un cycle grand public sur le climat à l'université de Lyon. Vous êtes docteur en physique, vous avez enseigné la physique et la climatologie à l'université de Grenoble et être membre des conseils scientifiques de la fondation Nicolas Hulot et de la fondation Zoeigne. Qu'est-ce que c'est que cette fondation ? Eh bien, c'est une fondation qui vient de se créer depuis 3 ans, qui est en Suisse et qui a été initiée surtout par Dominique Bourg, un philosophe, et ses élèves, qui met en route toutes les possibilités de réaliser la transition écologique. Les possibilités très techniques, tous les travaux possibles, et c'est centré là-dessus, hors frontières suisses évidemment, il travaille principalement aussi dans le nord de la France, etc. Donc c'est vraiment centré sur le principal problème qu'on a, c'est la transition écologique. Alors, moi, pour tout vous dire, quand j'ai reçu le livre que m'a envoyé les éditions Belin, ça m'a rappelé mes études de géographie. Parce que j'adorais faire des cartes, j'adorais faire des courbes. Évidemment, quand on prépare une licence ou une agrégation, c'est notre matériau. Donc j'ai trouvé votre livre absolument passionnant et je l'ai trouvé grand public. Ça peut paraître étonnant parce que c'est quand même pas un livre, je crois qu'il y a à peu près 400 pages, il y a énormément de matériaux scientifiques que vous avez évidemment mis dans ce livre avec Chloé Maréchal. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez un souci de limpidité, de pédagogie. Ça nous rappellerait, non pas un que sais-je, parce qu'on est dans une maison Belin avec vraiment un ouvrage de thèse, mais les parties sont extrêmement bien expliquées et vous avez, en plus de ça, la lumineuse idée de nous faire un résumé, enfin, de chaque partie. Alors, ne lisez pas que les résumés, soyez un petit peu... Voilà. Mais c'est, je trouve, l'organisation de ce livre vraiment très judicieuse. Alors, au début, il y a une préface de Nicolas Hulot, 2 pages, que vous connaissez bien, évidemment. Comprendre la complexité du climat pour mieux agir. Première phrase.
Nous sommes à la croisée des chemins. L'avenir dépend encore de nous, mais pour une période courte. C'est presque un avertissement. Hein. Comment ça s'est passé, là, votre rencontre avec Nicolas Hulot? Pourquoi ces sujets vous ont rassemblés? Le lien entre vous deux? Alors, précisément mon lien, eh bien, je fais de l'ULM. Oui. Et je suis donc en contact avec tous les gens qui font de l'ULM, et Nicolas en particulier. Et donc, nous avons, par ce biais-là, pas mal parlé. Et en plus, je suis spécialiste du paléoclimat et du climat. Et il se trouvait à un moment donné qu'il partait dans une mission qui m'a passionnée, qui était le contact avec les hommes à l'âge de pierre. Donc, il m'a pris comme climatologue dans cette partie-là. Voilà. Puis depuis, nous ne nous sommes pas vraiment quittés, puisque le conseil scientifique a justement été créé de la Fondation. À ce moment-là, je dois être la plus ancienne à l'heure actuelle. Alors, cette première version de ce livre, elle a été faite établie en 2015. Voilà. Et j'aimerais, alors là, qu'on soit un peu pédagogique, même si évidemment tous les gens dans la salle savent nous parler du GIEC. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est que le GIEC a été créé en 1988, alors qu'on en parle surtout aujourd'hui. Comment ça s'est passé, ce souci de créer le GIEC, justement? C'est un point qui est très, très important pour moi. Parce que ça va prendre quand même un tout petit peu de temps. Mais vous êtes chez vous, Marie-Antoinette. En fait, tranquille. J'ai fait de la physique fondamentale. J'étais obsédée, on peut dire, très, très intéressée par la lumière. Donc toute ma première période de physique, ça a été de la physique atomique, moléculaire, mécanique quantique et tout. Et une fois que je suis arrivée un peu au bout de ce que je pouvais espérer à comprendre dans la lumière, je suis passée à ma deuxième hobby, qui est, fondamentalement, c'est l'environnement. Et j'ai attaqué ça par le climat en 1975, vous voyez, ça remonte très tôt, je veux dire, pardon, par l'enseignement, par mon enseignement. Cet enseignement n'existait absolument pas. Et donc, je me suis formée avec mes bases de physique pour créer un enseignement adaptable à différents niveaux. Et je suis allée évidemment jusqu'au DEA dans ces conditions-là. Ceci dit, après, j'ai pu changer de recherche et je suis passée en glaciologie, qui est entre autres les paléoclimats et les mécanismes climatiques. Mais vu mon CV, on m'a proposé en plus, et ça c'est assez important pour la suite, l'Académie des sciences et le ministère de la Recherche, de rédiger une lettre au niveau des chercheurs, et que j'ai étendue aux enseignants, qui a duré une quinzaine d'années à peu près, pour montrer aux décideurs, c'était dans les années 95, et on ne parlait pas beaucoup de climat, on ne parlait pas beaucoup de la planète, et il n'y avait surtout pas d'argent là-dedans pour les sciences de la Terre au niveau de notre sol, c'est-à-dire des océans, de l'atmosphère et des sols, et de océans, atmosphère et sol. Voilà. Par contre, il y avait des grands mammouths, je veux dire, c'était l'astrophysique. Au point de vue argent, je ne critique absolument pas, mais c'était les sciences qui étaient développées à ce moment-là. Moi, j'étais observatrice à l'INSU à cause de cette lettre à créer. Il y avait, dans les années 80-90, les gros budgets n'allaient pas à nos sciences. Et en fait, il y a eu alors, l'astrophysique et les sciences de la Terre avec géologie profonde, géophysique, etc. Donc, il a fallu, on a assisté, et ça rejoint les problèmes dont on venait de poser, on a dû lutter, tous les chercheurs de ce milieu-là, pour se créer une niche et se créer alors moi, j'étais chargée de montrer aux décideurs que la science en France valait vraiment le coup on avait de bons résultats, on était assez en avance dans pas mal de points sur la planète, sur les recherches scientifiques. Et c'est allé de pair, cette lettre est allée de pair avec... Alors, je dois revenir en arrière pour vous dire pourquoi cette lettre ou ces groupes ont été créés. Dans les années 60, je vais juste vous donner 2 points. Entre 60 et 80, s'est produit 2 choses au point de vue ce qu'on a appris dans les sciences de la planète. D'abord, dans les années 60-70, il y a eu des forages faits par les Américains que tout le monde entier suivait sur les océans. Et là, des milliers de forages à plusieurs milliers de mètres, sur des centaines de mètres parfois de sédiments. Et ça a été une totale nouvelle et une totale ouverture sur les sciences du climat. Parce qu'on a commencé à bien réaliser les paléoclimats et comment ça marchait.
ce qui était déjà avancé depuis 1940, mais qui a été vraiment de plus en plus détaillé et précis. Donc on commence à toute la première simulation de toute l'atmosphère et de la science paléoclimatique, c'est fait en 1965 par un Russe, le premier des modèles. C'est pas vieux, et c'est ça que je voudrais vous dire, que tout ça c'est récent. En 60-70, on a compris qu'il y avait des périodes chaudes et froides, on les savait, mais on pensait qu'il y en avait 4 grandes froides, 4 grandes glaciations, il y en a 50. C'est ce qu'on a découvert à ce moment-là. Ça change les choses. Puis, dans les années 70-80, une autre technique, qui n'est plus le forage des océans, et qui est le fait des Russes et des Français, plus ou moins, c'est le forage des calottes de glace. Et ça nous a donné accès aux gaz à effet de serre sur 400 000 ans. Ça a pris une dizaine d'années de faire un forage. Il y en avait des milliers en océan, il y en a eu un en 10 ans par les Russes. Ça nous a permis de voir, c'était les seules données qui nous ont permis de remonter à l'énorme évolution des gaz à effet de serre. Il n'y a aucune autre technique claire. Et à l'impact de l'Anthropocène, c'est-à-dire du virage des années 1800. Bref, tout ça s'est combiné dans les années 80 pour que les scientifiques du monde entier se disent on va commencer à se rassembler par type de recherche. Et il y a eu entre 80 et 90 4 grands programmes mondiaux, chacun se déclinant en des dizaines de sous-programmes, mais regroupant des 4 grandes branches. Je les cite rapidement parce que c'est tout notre subconscient, tout ce qu'on connaît en science. Le premier, c'était le climat. Bon, c'est un petit truc qui a en 1980. En 88, ça a été interaction entre toute la géosphère et la biosphère. C'est un immense programme. Et c'est cette lettre-là que moi j'étais chargée de faire au niveau de la France, internationalement. C'est comme ça que la France intervenait internationalement là-dedans. Donc, et j'ai assisté à toutes les conférences là-dessus, c'est ce qui m'a formée. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'origines qui ne sont pas de ma force, mais qui sont de ce que j'ai vécu. Et vous imaginez, c'était la première fois sur le monde entier, et depuis toujours, depuis la création de la Terre, que les scientifiques de la planète en entier se sont regroupés par sujet. Il y a eu les océans, il y a eu la géosphère dans les océans, il y a eu la biosphère, il y a eu la chimie de l'air, il y a eu les sols, il y a eu les paléoclimats, enfin il y a eu des milliers de programmes. Et à chaque fois, il y a une force de frappe qui a émergé, qui n'existait jamais avant. Et ça, j'en ai pris conscience il n'y a pas tellement. C'est justement en faisant un article là-dessus. Qui n'existait nulle part. Et c'est au-delà des frontières. Et quand ces groupes ont commencé à se former, il y en a eu 4, le petit qui était le climat, initié par des Français, puis géosphère, biosphère qui était énorme, puis le 3e, ça a commencé à être les sciences humaines, quelques années après, qui regroupait l'économie, la sociologie, tout ce que vous voulez. Et le 4e, très difficile, ça a été la biodiversité. Parce que la biodiversité a eu un problème pour toujours se mettre à jour, et encore actuellement. Trop de réactions. On pourra en discuter, ce n'est pas le but. Ce que je veux dire, c'est que ces 4 grands groupes, quand ils ont commencé à se générer, ils ont commencé à accumuler des tas de connaissances. Et évidemment, ils se sont dit, il faut... La planète change, elle change partout. Pas seulement le climat, tout le reste. Et ça, il faut le communiquer à nos décideurs et à la société. Alors, d'où est né le GIEC. Je vous coupe la parole, c'est que ça s'est accéléré aussi, et on le voit bien dans vos études, à partir des années 1980. Ah oui, bien sûr. D'une manière assez vertigineuse. Alors, 80 premiers petits groupes, et le GIEC s'est créé dans les années 88. Ouais. 90, premier GIEC. Deuxième GIEC, 95. Troisième, je crois, c'est 2002. Après 2007. Et après 2013. Et le prochain est en 2022. Ouais. Et ça, c'est vraiment, mais au point de vue, mais depuis que la Terre est ronde, on n'a jamais rassemblé cette somme de connaissances. Et on l'oublie, on dit « Oh, le GIEC et ceci, le GIEC, oui, mais enfin, il y a un mec qui n'est pas très clair dans le GIEC. » Bref, je ne veux pas continuer. Non. Alors, je finis quand même. C'est ça qui a éveillé l'idée qui se fait jour petit à petit. Et moi, le sujet que je voudrais traiter, pas ici, c'est l'émergence d'une conscience mondiale de biens communs. Alors, je vous parle peut-être en argot, parce que ce n'est pas là-dedans, mais c'est pour plus tard. C'est-à-dire qu'avec cette science... Parce qu'il faut dire que ce qui a beaucoup marqué, c'est 1978, les satellites. Ça a été un coup de fouet
énorme pour tout le reste. Eh bien, dans ces 30 dernières années, de 60 à 80, 90, il y a eu l'émergence de biens communs de la planète, et mon bien commun, c'est très précis comme terme, c'est un bien qui appartient à l'humanité, et là, pour moi, pour l'instant, c'est le climat et le contenu de l'atmosphère, auquel tout le monde peut partir. Alors donc, tout ça, alors il y en a 5 autres, biens communs, qui sont mis jour petit à petit, puis il y en a plein d'autres si on veut. Marie-Antoinette, je voudrais qu'on rentre dans le détail du... Voilà, on y rentre. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on vit quelque chose de nouveau, et je voudrais juste finir, parce qu'on m'a demandé à la Fondation d'écrire un tout petit article sur 40 ans d'inaction. Réchauffement climatique, 40 ans d'inaction. C'est un autre programme. Et ce que je voudrais dire, c'est que l'inaction, c'est vrai, mais il a des autres causes. Mais il ne faut pas oublier, et ça, c'est un côté positif, j'y reviendrai plus dessus, de la conférence de ce soir, de vous dire qu'il y a une émergence de force et de conscience qui naît, qui s'accélère. Et il ne faut pas être toujours tourné vers le pessimisme. Bon, donc il faut assurer un véritable succès à ce livre pour la 2e édition. Mais ça, on ne parle pas de ça dedans. Alors, non, mais moi je pense que ce livre est essentiel pour aussi ces raisons-là. Vous vous posez tout au début en disant les principaux repères et les principales questions, interrogations que vous allez développer pendant 6 parties et pendant 400 pages. Le réchauffement en cours est-il important? Quelles sont ses manifestations? Dans quelles limites sort-il ou non des fluctuations naturelles du climat? À quoi est-il dû? Est-il en relation ou non avec l'augmentation dans l'atmosphère des gaz à effet de serre d'origine humaine? Si l'activité humaine est impliquée, comment se manifestera le réchauffement dans le futur? En conséquence, en se reportant aux évolutions naturelles du climat que la planète a déjà expérimentées, quel scénario futur doit-on éviter à tout prix? Vous avez compris l'importance de ce questionnement. Voilà, première partie. Là, je vais faire un peu mon professeur, Marie-Antoinette Métier. Si je vous déplaise, n'hésitez pas à me le dire. Mais vous nous expliquez d'une manière très claire. D'abord, qu'est-ce qu'un climat? Et pourquoi y a-t-il des climats si différents sur Terre? 3 éléments que je vous donne. Notion d'un climat moyen. Les températures peuvent osciller de moins 90 degrés à 60 degrés, plus de 60 degrés Celsius. L'eau par an peut être jusqu'à 2 mètres d'eau par an. Et enfin, le vent. Alors là, vous m'avez bluffé. Les vents, la vitesse du vent peut aller jusqu'à 408 km par heure. Ces 3 éléments, définissez-nous justement quel est le climat, qu'est-ce qu'un climat et pourquoi il y a des climats si différents. Il y a 2 points pour être rapide. Oui. J'insiste un petit peu, nous insistons un petit peu là-dessus, sur le fait qu'on est centré sur le climat, mais que c'est peut-être pas la chose qu'il faut vraiment réaliser, que le climat n'est que le lit de la biosphère. Pourquoi on s'intéresse tant au climat? C'est parce que c'est chaleur et eau. Et que si on touche à ça, c'est qu'après on touche à toute la végétation. Et évidemment, le reste qui va avec. Donc c'est ça déjà le premier point à voir. Chaleur et eau, c'est le lit de la biosphère. Donc ça varie énormément. Alors il y a des tas de zones de climat, tout ça c'est là-dedans. Mais avec ça, après, ce qui est invraisemblable et ce qui est très dur à faire passer, c'est qu'on caractérise le climat du monde par 2 valeurs, une chute d'eau qui est 1 mètre par an et une température qui est du 15 degrés. Or, c'est très très dur à comprendre. Ce qu'il faut savoir techniquement, c'est que ça, c'est une moyenne sur l'ensemble de la planète, qu'on tient compte des températures très élevées de l'équateur comme des températures très basses des pôles, etc. Pour l'eau, pareil. Alors, la vraie réalité de ça, en fait, pour faire marcher le cycle de l'eau, il faut de l'énergie. Vous n'avez pas une évaporation normale de l'eau et une chute sous forme de pluie si vous ne maintenez pas un moteur d'énergie qui est « je chauffe mon eau, elle s'évapore ». Okay ? Pour évaporer 1 mètre d'eau par an, c'est la valeur moyenne, il faut de l'énergie. Pour garder une température sur Terre, la moyenne à 25 degrés, il faut de l'énergie. Un flux d'énergie, plus exactement. Donc, c'est exprimé en watts. Et quand vous rassemblez cette valeur en watts, c'est les 2 seuls chiffres que je vais donner, moyenné sur la planète, c'est 500 watts par mètre carré. Et 500 watts, c'est 5200 watts par mètre carré. Et cette énergie-là, elle suffit
à maintenir les 15 degrés sur Terre. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes choses à différents endroits, mais c'est une moyenne. Hein. Si vous multipliez ce mètre carré par la surface de la Terre, ça devient une réalité. Le chiffre final, c'est la réalité. Et pour de l'eau, ben pareil, il vous faut de l'énergie. Alors, il faut 380 watts pratiquement pour maintenir chaud, 80 watts à peu près pour évaporer 1 mètre et 20 watts pour faire monter les masses d'air et participer à la circulation. C'est pas retenir ça. Seul truc qu'il y a à retenir, il va maintenant arriver, c'est qu'il y a 500 watts et que quelle est la source? C'est le soleil. Il n'y a pas à chercher ailleurs. Toute la chaleur du sol, c'est 10 000 fois plus faible. Donc tout est le soleil, tout le climat, c'est le soleil, l'énergie solaire. Et ce que la Terre absorbe du soleil, ramené à 1 mètre carré, c'est pas 500, c'est 240. Donc on reçoit 240 watts et on dispose de 500. Et le livre passe plusieurs pages là-dessus, n'ayez crainte. Simplement, ce que je voulais que vous sachiez, c'est que le principal effet, ce sont les gaz à effet de serre de l'atmosphère. D'où l'importance de l'effet de serre. Alors, voilà. Vous écrivez... Et pour finir, le 1 degré, on va le relier à cette énergie par mètre carré. Ouais. Okay, et c'est ça qui vous dit qu'il fait 15 degrés. C'est parce qu'il y a 400 watts pour l'énergie thermique et puis 100 watts pour l'eau, etc. 80. Peu importe. Ce que je finis tout de suite, puis je ne reviendrai plus. Ce qu'il faut savoir, c'est comment ça a été modifié, ça. Et on a toutes les causes là-dedans. On peut tout regarder jusqu'à 3 millions d'années, les différentes causes. C'est un peu long. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la révolution industrielle, depuis 1850, l'homme a ajouté 2,5 watts. Et ça, c'est le réchauffement du 1 degré. Ouais. Voilà, il vient de là. Il faut voir l'énergie par sol pour faire marcher la machine climatique. Et la modification de l'homme, c'est du 2,5 watts à peu près, peu importe les détails, par rapport aux 500, qui sont 480 ou 502, 500, ça dépend des fois, c'est comment on les interprète. C'est ça, le réchauffement climatique. Oui. Ce n'est pas une température, mais ça ne veut rien dire, 1 degré, on a 40 degrés d'écart dans certains endroits en une nuit. Ce n'est pas ça. C'est l'énergie dont on dispose. Oui. Et toute la Terre, une fois qu'on a sommé ça sur tous les mètres carrés et qu'on fait la moyenne par la surface de la Terre, on a 2 watts en plus. Oui, c'est ce que vous avez. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est ce que vous expliquez dans la deuxième partie du livre sur le. J'ai anticipé, mais j'y reviendrai plus. Bilan, non, mais c'est passionnant parce que c'est ce que vous expliquez sur le bilan énergétique de la planète. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est que les effets de serre dont on parle énormément aujourd'hui, et peut-être pas depuis si longtemps, ce sont des scientifiques du 19e qui en parlaient déjà. Et pas n'importe lequel, c'est Joseph Fourier, qui était le préfet de Grenoble en 1824, qui a publié là-dessus. Donc c'est le premier. Après, il y en a eu un deuxième qui s'appelle Tyndall en 1861, qui a parlé, je crois, de l'effet de serre plus clairement. Puis un troisième, c'est Arrhenius, 20 ans plus tard. Donc c'est nos 3 antécédents. Et là, l'homme a commencé, mais il n'a pas parlé du réchauffement actuel, parce qu'il n'existait pas encore. Mais il s'est dit, il y a de la vapeur d'eau et il y a surtout du CO2 qui aussi peut chauffer la planète. Voilà. Alors, donc ça vient depuis 2 siècles. Vous avez l'art de poser des questions simplement et évidemment d'y répondre avec beaucoup de science et d'énergie. Notamment, je pose ces questions tout simples, c'est vous qui les écrivez. Comment on peut définir le bilan énergétique de la Terre? Comment trouver l'équilibre? Comment advient un changement climatique? Comment advient un changement climatique? Alors c'est un petit peu l'originalité de Chloé et de moi. C'est que là, on a simplement présenté les causes des changements climatiques d'une façon beaucoup plus simple. Les causes, il y en a des milliards si on veut, mais on peut les rassembler et donner les zones dans lesquelles elles travaillent. Et il y a 4 principales causes déjà à la base. C'est pour ça que je les cite tout de suite, parce que c'est vraiment simple, à la limite, si on décortique dans ce sens-là. Premièrement, c'est, puisque tout vient du Soleil, le Soleil fluctue un petit peu. C'est les clignotements du Soleil. Et ça, la Terre n'y touche pas. Quoi qu'il se passe sur Terre, il y aura toujours les mêmes clignotements. Et ça, la valeur du Soleil, de l'énergie annuelle, ne varie quasiment pas depuis des millions, des centaines de millions d'années. Très peu. Bon, ça ne joue pas dans nos changements climatiques à nous du tout. Par contre, les petites fluctuations jouent un peu. Et ça nous explique que depuis 10 000 ans, on est dans une période chaude, interglaciaire chaude, sur Terre, eh bien, il y a des petites avancées de glaciers ou des petits reculs de glaciers.
Mais comme en dessous des 10 000 ans, il y a un léger refroidissement, qu'on pourra expliquer plus tard, eh bien, ces périodes chaudes ou un peu moins, plus froides, plus chaudes, plus froides, plus chaudes, comme la température baisse légèrement, il se trouve que depuis les 10 000 ans, c'est vers 5 000 ans que les glaciers ont commencé à un peu avancer et reculer, surtout. Voilà. Et on a plein de preuves. Alors, le dernier, c'est le petit âge de glace, c'est le plus grand, 13e, 18e siècle. Et puis avant, c'est la grande chaleur du Moyen-Âge, qui est beaucoup moins chaude que maintenant quand même, malgré tout ce qu'on a pu dire. La chaleur des Romains, puis entre les deux, une petite période froide, puis encore avant, à l'âge du fer, une période froide, puis voilà. Mais on ne va pas plus loin, clairement, des schémas que j'ai donnés là. Ah oui, non, mais ce qui est formidable, voilà, moi j'ai souligné cette page, il y a 2 photos étonnantes, parce qu'on est tous sensibles, il suffit d'aller dans la vallée de Chamonix aujourd'hui et de regarder la mer de glace ou le glacier des Bossons. On s'aperçoit bien, elle est là, elle est tangible, la fonte des glaciers. Mais là, la photo, elle est étonnante. Un glacier d'Aletsch, donc dans les Alpes suisses, photographié en 1856, et le glacier a carrément disparu en 2011. Et ce qui est passionnant, la reconstitution, alors j'ai du mal à vous faire voir, mais regardez, ça ressemble à des montagnes russes bleues et des courbes profondes, des fonds rouges. Mais ce qui est passionnant, c'est que vous parlez justement de ça, du glacier d'Aletsch, depuis l'âge du bronze, du fer, l'époque romaine, du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, avec ces fluctuations. Je veux dire que cette courbe-là, elle est fondamentale dans l'enseignement et dans la pensée de votre livre. Absolument. On pouvait juste rajouter une petite photo qui est après. C'est Ötzi, la momie d'Ötzi, qui a été trouvée dans les glaces, qui date de 5300 ans. Et comme seulement les glaciers se sont seulement fondus maintenant, on est quasiment sûr qu'il y a 5000 ans, eh bien, depuis 5000 ans, on n'a jamais eu aussi chaud que maintenant, pour simplifier. Ça donne déjà une dimension à ce qui se passe. Alors, quels sont ces enseignements? Parce que 4 milliards, un peu plus de 4 milliards d'années. Donc attendez, on n'a pas fini. Je dis tout simplement, il y a les clignotements du Soleil, il y a l'éloignement de la Terre au Soleil, parce que plus on est loin, moins on reçoit d'énergie. Et ça, ce n'est pas annuel, mais c'est saisonnier. Ça va changer selon les saisons. C'est ce qui explique toutes les grandes glaciations et les alternances glaciaires interglaciaires. Puis après, il y a l'atmosphère. Et le principal de l'atmosphère, c'est la composition de l'atmosphère, c'est les gaz à effet de serre. Puis au niveau du sol, vous remarquerez que j'ignore un peu l'albédo, mais ça je peux en reparler. Et au niveau du sol, il y a différentes choses. Alors là, il y a des interactions qui vont de l'année au million d'années, si on veut. Par exemple, l'année, c'est les volcans qui explosent. Ça fait un refroidissement de 2 ans, pas plus. L'année, c'est les grands El Niño. Et ça fait un réchauffement de 2 ans aussi, par exemple. Puis, si on va de prochain, ça ne fait jamais plus que d'1,5 degré, même pas de fluctuation, moins d'1,5 degré sur la valeur moyenne de la température, quand on remonte, et aléatoirement. Et quand on remonte beaucoup, beaucoup plus loin, eh bien, c'est l'éloignement des continents qui vont changer la manière dont les vents tapent sur les montagnes qui surgissent. C'est toute l'arrivée des moussons, exactement. Et puis, la pénétration des continents chauds de l'équateur vers les pôles, selon les isthmes qui sont ouverts ou pas. Et ça, c'est une grosse, dans les derniers millions d'années, c'est très important. Donc vous cherchez les enseignements du passé. Comment on pourrait les résumer, ces enseignements? Parce qu'il y a plein de courbes sur l'évolution des températures. Il y en a une autre, la page 242, qui est étonnante. Les courbes de température moyenne globale, non pas depuis l'âge de fer, mais depuis 1850, avec des évolutions qui sont complètement différentes entre l'hémisphère nord, qui se réchauffe beaucoup plus vite, que l'hémisphère sud. On voit des variations. Alors, comment on peut, résumez-moi ça, ces enseignements, les enseignements du passé? Eh bien, en fait, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud sont très cohérents. Et par contre, pourquoi ça nous paraît plus froid en sud? C'est simplement qu'il y a un immense océan, alors qu'au nord, il y a tous les continents. Donc ça s'explique très bien comme ça, mais c'est parfaitement cohérent sur toute la planète. Et c'est cette variation-ci qui a surtout démarré, c'est la température moyenne. La cassure s'est faite aux alentours des années 80, les années 70-90. Et c'est depuis ce moment-là, encore dans les années 80-90, on n'était pas sûr, on savait qu'il pouvait y avoir un réchauffement, on voyait l'augmentation du CO2. Pour moi, c'était discutable tout ça.
Et à partir des années 90, on est vraiment sorti de l'incertitude totale sur la preuve du rôle de l'homme et des gaz à effet de serre. Ça, c'est 2 siècles. C'est l'époque qu'on est en train de vivre. Par contre, je vais absolument résumer, on est capable de remonter jusqu'à 3 millions d'années assez précisément, et en température aussi, hein, pratiquement. Et ce qu'on sait, il y a quand même 2 choses à signaler, c'est que ces 3 derniers millions, c'est des alternances de grands coups de froid des glaciaires et de coups de chaud qui durent 10 à 20 000 ans, selon ou 30 000 ans, ou 50 000 ans, ça dépend, tel que l'actuel. Et ces coups de chaud, on les a parfaitement repérés en intensité, alors dans les océans, mais ce n'était pas très clair, c'est très complexe. Par contre, dans les glaces de l'Antarctique, c'était extrêmement précis. Et il y a des milliers d'opérations, les pollens, tout ce que vous voulez, il y a beaucoup de proxys qui existent pour retracer tout ça. Et on est capable de remonter aux autres périodes chaudes comme la nôtre. La nôtre date depuis 12 000 ans, mais celle d'avant, c'était 130 000, 115 000, grosso modo. Puis avant, c'était 240 000. Ça, on le sait pourquoi. Il n'y a pas de problème, c'est clair, c'est limpide. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que, c'est le résumé des 3 millions, que quand on remonte, tout ça, ça s'est déclenché il y a 3 millions à peu près, ça a commencé en 2,7 millions, mais nos périodes chaudes actuelles n'ont jamais, depuis 2 millions, les périodes chaudes n'ont jamais dépassé 1 à 2 degrés de la nôtre. Autrement dit, notre planète n'a pas expérimenté. La plus chaude, c'est vraisemblablement la dernière à 120 000 ans. C'est la plus, ou encore une autre à 400 000 ans. 1 à 2 degrés de plus, pas plus. Et ça nous remet en perspective les prévisions éventuelles de passer à 3, 4, 5 degrés. Alors ça, j'y reviendrai plus tard. Voilà, c'est le résumé en gros du paléo. Et le paléo est clé parce que c'est pas des théories, c'est pas des simulations, c'est pas des calculs, c'est réellement, évidemment, c'est tout ça en plus, mais surtout, c'est du concret. On voit où on était et pourquoi. Voilà. Alors, vous parlez des vagues de chaleur. Là, évidemment, tous les journaux en ont parlé. Et puis, on a compté les décès, notamment les vagues de 2003. Mais vous parlez comment les extrêmes évoluent, comment les événements chauds deviennent plus fréquents et comment les événements froids deviennent moins nombreux. Quels sont les changements les plus... Vous parlez des océans, du terme de l'acidité de l'eau dans l'océan. Vous parlez... Bon, quels sont pour vous les phénomènes les plus marquants que le grand public peut voir le plus visiblement? Enfin, c'est affreux ce que je viens de dire, mais non. Vous avez tout à fait raison, hein. Il y a un mot, c'est les canicules. C'est les vagues de chaleur quand c'est dans l'océan, mais c'est la même chose, hein. C'est les canicules, c'est-à-dire les extrêmes climatiques chauds qui viennent en été. Et ça, on s'en aperçoit. Alors, c'est automatique, ce qui est difficile à réaliser, et c'est ce que je voudrais écrire justement sur l'Australie, ce qui se passe en ce moment. L'interprétation de ce qui se passe en Australie, des fois, est dit par certains dirigeants que c'est jamais qu'un coup de météo et que dans le temps, l'idée elle est là, hein. Ça a toujours existé. Tout ce qu'on a vu a soi-disant toujours existé, évidemment, mais ça dépend à quelle échelle de temps, hein. Alors, les vagues de chaleur très chaudes sont de plus en plus fréquentes. Et on a fait un article là-dessus sur les forêts, justement. L'impact sur les forêts et sur l'Europe, les grandes canicules des 3 dernières années et des grosses dégradations qui ont résulté. Je reviens. Que la température chauffe 1 degré, c'est la moyenne. Mais il y a toujours des étés, si je prends que l'été. Les étés sont plus chauds de 1 degré à peu près. Mais en France, hein, de 2 degrés plutôt, en France c'est le double. Mais il y a toujours les choses les moins probables qui peuvent se passer et qui sont beaucoup plus chaudes. Or, ça, c'est étudié, c'est publié, c'est pas connu, c'est ce qu'on a voulu mettre dans le livre, c'est des données, mais qui sont établies, c'est pas juste un état d'esprit. On sait calculer les vagues de chaleur depuis des 40 ans sur les continents de l'hémisphère nord. Et on voit l'augmentation régulière de ces canicules et on voit la diminution des étés chauds et l'augmentation des canicules en été frais, en été chaud, les plus chauds. La diminution des étés frais, des étés froids et l'augmentation des étés chauds. C'est mathématique. Vous déplacez une moyenne, les pieds de la courbe de probabilité se déplacent vers la droite. Et la chaleur,
les canicules deviennent plus fréquentes. Et ça, c'est calculé maintenant par beaucoup de centres météo, entre autres, sur les 30 prochaines années et sur les simulations de l'avenir. Donc, d'une part, avec +1, on sait qu'il y a beaucoup plus de canicules, c'est fait, et ça, je vais justement vous donner l'illustration de ça. Et pourquoi c'est si important? Mais parce qu'il n'y a que ça qui marque les gens. À l'heure actuelle, depuis 3 ans, on a une évolution de la conscience. Eh bien, l'évolution de cette conscience, pour moi, je pense qu'elle est liée au phénomène que les gens sentent vraiment, c'est-à-dire dans l'ouest des États-Unis. Ma fille était là à ce moment-là, je peux vous appeler, j'ai passé un été terrifiant. Dans tous les feux énormes de la Colombie-Britannique, puis l'année d'après, alors il n'y était plus, les feux énormes de la comment ça s'appelle, de la Californie. Dans la Sibérie, des feux énormes, pareil. Enfin, plus on va, plus il y a des feux. Et c'est normal. C'est ça qui est affreux à dire. C'est la logique mathématique d'une cloche qui se déplace à droite. Et en Australie, eh bien, c'est rigoureusement le cas. Alors, si on stoppe le réchauffement actuel à 1 degré, on aura l'état actuel, c'est-à-dire déjà beaucoup plus de canicules. Ça, c'est la fin du livre. Alors, parlez quand même, il y a 3 exemples. Oui, non, il y a l'exemple des... Non. Oui, bon, d'accord. Mais j'aimerais quand même que... Justement, je vais prendre l'exemple. L'exemple des coraux. La toundra, le hêtre. Oui. Ah ben oui, c'est intéressant, mais, les clés. C'est dans votre livre, ça, c'est les photos, les statistiques. Non, c'est autre chose. Le raisin. Non, c'est autre chose, tout ça. Tout ça, c'est des tas d'exemples, je suis d'accord, c'est passionnant. Les chenilles processionnaires. C'est connu, c'est bien. Elles sont toutes dedans. Mais pourquoi j'ai refait le bouquin, pourquoi nous avons réapprovisionné le bouquin, nous avons vraiment voulu centrer sur les coraux. C'est pour ça qu'on a rajouté le chapitre coraux. Parce que c'est la première fois, pour moi, qu'on voit un phénomène irréversible. C'est-à-dire qu'à +1 degré, on y est. On est en train de vivre ces années-ci une irréversibilité qui se résume très facilement. Les vagues de chaleur, les canicules, c'est sur les continents. Sur l'eau, c'est simplement qu'il y a des étés plus chauds, enfin pas des étés, ça dépend où on est, des moments plus chauds dans les tropiques. Et ça fait intervenir le blanchissement des coraux, mort partielle des coraux, des fois plutôt complète, mais à 10-20% dans un récif corallien. Donc tout ça est étudié depuis 40 ans. Tout ça est cartographié. Autant sur les continents, c'est difficile. Vos forêts de sapins, moi j'ai des sapins, je suis avec les forestiers. Elles brûlent. Mais il y en a là, après c'est les tourbes en haut, etc. Tout brûle, c'est différent à faire, c'est difficile à faire la somme. Mais les coraux, rien ne les perturbe, à part, enfin peu de choses, sur toute la ceinture corallienne, de -30 à +30, tout est étiqueté. Toutes les mesures sont répertoriées et on s'aperçoit que depuis 1980, c'est toujours le virage des 80, il y a des vagues de blanchissement des coraux qui sont totalement non connues à l'heure actuelle et qui se répètent de plus en plus tous les 5, 6, 7 ans, peu importe. Et on s'aperçoit en même temps, ça c'est les Australiens qui les font, ils sont spécialistes des coraux, que pour repeupler des coraux, ça prend 10 à 15 ans. Autrement dit qu'en ce moment, avec l'établissement de notre fréquence des vagues de chaleur, on rend très difficile la reconstitution de ce qui se détruit. C'est ce que j'appelle un phénomène irréversible. Alors, à la longue, il y aura peut-être d'ici 100 000 ans, 200 000 ans, il y aura toujours des trucs qui ça pourra se recaler différemment. Mais là, en ce moment, dans les 200 prochaines années, on a fait le phénomène irréversible à 1 degré. Il ne s'agit pas de parler de plus pour l'instant. Donc pour moi, c'est le meilleur exemple. Il vient de sortir, 2018, toute l'étude est complète là-dessus. Donc bon, voilà, c'était principalement... Vous parlez des origines justement de ce réchauffement, origines naturelles ou humaines, vous posez les questions, l'impact des activités humaines sur le cycle du carbone, ça on le sait bien, mais on le sait encore mieux en vous lisant. Et la dernière partie sur justement quel sera le climat du XXIe siècle, quel sera notre futur. Vous parlez de facteurs clés, les émissions de gaz à effet de serre et la croissance démographique. Est-ce que vous pouvez développer ça?
On peut plutôt, au lieu de les développer, on peut les rassembler. Hein. C'est la situation de notre évolution actuelle mondiale. Hein. L'émission des gaz à effet de serre, c'est le rattrapage d'une société occidentale déjà telle qu'elle consomme, qui ne représente pas la majorité des habitants. Cette société-là, qui est à l'avance, continue à progresser dans ses émissions. Donc, ça, je laisserai la population un peu de côté après, mais ça pose le problème de est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on peut présenter au monde entier, parce qu'il faut voir qu'on est une société mondiale à l'heure actuelle, un système de société qui justement permet de juguler ces émissions de gaz à effet de serre. Et quand, c'est pas ma partie, hein, là, quand on va plus loin avec tous ceux qui travaillent là-dessus et qu'on regarde les économies qu'on peut faire avec les énergies renouvelables, telles qu'on les connaît actuellement, on a quand même maintenant pas mal d'idées, on s'aperçoit que c'est quasiment impossible de ramener tout à zéro, qu'il va falloir certainement passer à un autre type de société que je n'aborde pas là-dedans, mais qui est pour nous, en tout cas les chercheurs, de plus en plus évident. C'est un énorme paradigme, c'est une société avec moins de consommation, en tout cas moins d'émissions. Voilà. Alors la population se greffe là-dessus. C'est très délicat. Moi, je travaille en plus en Afrique. Là, j'en ai pas du tout parlé. On a lancé un fonds sur l'Afrique et j'ai travaillé 10 ans au MAE, au ministère des Affaires étrangères, en tant qu'experte d'un programme, experte scientifique d'un programme, un gros programme qui avait des cinquantaines de programmes en dessous sur toute l'Afrique. Donc, j'ai pu aller en Afrique et voir comment ça se passait et était pleine d'admiration pour les chercheurs en Afrique. D'ailleurs, je dois avouer que ça m'a complètement ouvert les yeux sur ce qu'ils vivaient et leurs capacités. Eh bien, donc j'ai des contacts un peu privilégiés avec ce milieu-là, et je dois dire qu'il y a des choses que j'ai du mal à aborder, qui sont justement la démographie. Dans certains pays, c'est très difficile à aborder. Je ne vais pas le développer ici, mais par contre, ce qui est absolument sûr, c'est qu'il faut l'aborder de la manière évidente, c'est qu'il faut que les femmes soient éduquées et que les femmes puissent travailler. Et qu'à partir de cela, on constate que dans tous les pays, il y a une stabilisation vers la transition démographique qui est la constante. Alors, bon, après, c'est développer tout ça. Alors, je vais laisser le public vous poser des questions, Marie-Antoine Mélière, mais à la fin du livre, vous dites que la connaissance du fonctionnement du climat est loin d'être complète et qu'il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspens. Les grandes questions qui restent en suspens, c'est lesquelles ? Alors, je vais aller exactement un peu à l'inverse de ce que j'ai peut-être dit, je ne sais pas. C'est que, bien sûr qu'il y a des tas de choses à comprendre, mais que globalement, on sait où on va. Globalement, tous les scientifiques vous diront, sauf s'ils sont climato-sceptiques, mais ça c'est une autre catégorie, diront qu'on sait grosso modo où on va. On sait, en résumé, que dans les 20 prochaines années, on doublera le 1 degré pour passer au 2 degrés. On ne peut pas faire quasiment autrement. Ça, il n'y a pas d'inconnu là-dessus, il n'y a pas de grosses inconnues. Et que si on veut stopper ça à ce niveau-là, eh bien, il faut le faire dès maintenant. Et on le sait aussi, ça. Donc, il n'y a pas d'énormes inconnus. Il y a beaucoup de choses à continuer à comprendre. Je ne dis pas qu'on connaît tout. Moi, j'en ai des dizaines, des centaines de questions. Mais globalement, on peut dire qu'on est assez sûr de ce qu'on dit quand on demande d'arrêter le réchauffement, les émissions au gouvernement. Et ce que j'ajouterais, qu'on a beaucoup centré là-dessus, c'est qu'on a les données du paléoclimat et qu'on sait que la transition déjà de 2 degrés, mais si on va à 3 et 4 ou 5 degrés, en un siècle, est insoutenable à l'heure actuelle, que chaque fois qu'il y a eu des transitions de plusieurs degrés, elles se sont faites en milliers d'années, et on a 3 millions pour les voir. On les connaît très bien, c'est toutes les variations glaciaires interglaciaires, elles prennent 5 à 6 000 ans. On voit les végétations qui peuvent se déplacer, soit dans un sens, soit dans l'autre. Enfin, on voit énormément de choses. On sait qu'en un siècle, ce n'est pas possible. Donc, on aura une grosse modification à laquelle il faut se préparer pour déjà 1 degré de plus, qui est presque... Je ne suis pas très positive là, mais en fait, je suis positive parce qu'il faut savoir où on va. C'est tout. Puis après, on agit. Ouais. Voilà. Enfin, à vous de poser des questions. Bon, ben, s'il n'y a pas de questions... Messieurs. Attendez,
Bonsoir. Justement, vous dites on agit. Du coup, est-ce que dans votre livre, vous abordez quel type d'actions peuvent permettre de stopper l'augmentation à 2 degrés? Alors, j'ai focalisé le livre pour, justement, on l'a expliqué dans l'introduction, montrer où on en est et où on va. Mais je n'ai absolument pas abordé cette partie-là qui est capitale et c'est actuellement celle qu'il faut développer. Mais là, j'ai 400 pages. Je n'ai pas travaillé cette partie-là. On est en train de la travailler. Des milliers de gens y travaillent. En gros, on sait ce qu'il faut diminuer pour la France. Hein, c'est la tarte à la crème, on le sait, ça va être les déplacements, ça va être la chaleur dans les domestiques, ça va être attention à l'agriculture. Mais il y a beaucoup de choses je peux en parler, mais c'est vraiment un gros truc. Puis aussi l'agriculture. L'eau, pas tellement pour nous, pas trop l'eau. L'eau, elle sera ailleurs. Enfin, je veux dire, l'eau, elle sera dans notre partie sud de la France, qui commence et qui est quand même pensée s'assécher aussi. Mais au nord, on peut espérer. Alors, le problème de l'eau, c'est la manière dont on l'utilise. Les stress climatiques à l'heure actuelle sont définis, non pas. Il y a 2 stress, hein, les stress thermiques et les stress climatiques, ce qu'on a rajouté dans ce livre-là. Les stress climatiques, quand vous voyez une carte avec des stress développés dans l'avenir, en fait, il n'y a pas un biais, mais il faut savoir la définition. C'est combien on reçoit d'eau naturellement, en France c'est 1 mètre par an, hein, et combien on en utilise. Et ça, si on en utilise au-delà de 20%, c'est appelé un stress. Mais c'est tout. Le stress, il vient de la manière dont l'homme agit aussi. Hein. On est de plus en plus gourmand en eau, donc même à arrivée constante de pluie, on a des stress de plus en plus forts. Hein. Bon, oui. Donc je suis désolée, je suis absolument d'accord, c'est la suite logique. Mais bon, une autre fois, et on travaille à ça. Merci pour cet exposé Oui, on vous sur entend. le climat. J'avais une petite question quand même. Le dioxyde de carbone anthropique, c'est 10 milliards de tonnes par an. Les dégazages... Oui, milliards de tonnes de carbone par an. Et le dégazage naturel, c'est 200 milliards de tonnes de carbone par an. Donc vous n'avez que 5%. Non, il ne faut pas le prendre comme ça. Oui. Ah bah, je sais non, bien, mais vous avez tout à fait raison. Et c'est vérifié, c'est parfaitement vérifié par... C'est écrit dans le livre. Hein. Oui. J'ai et donné ensuite, les chiffres. il suffit d'un tout petit calcul pour montrer que la croissance observée au Mauna Loa depuis 60 ans, 70 ans bientôt, est rigoureusement superposable aux températures de la zone de dégazage. Ce qu'il faut regarder, ce n'est pas les émissions anthropiques, c'est peanuts. Ce qu'il faut regarder, c'est le dégazage naturel. Et ce dégazage naturel a une explication très facile. La pression partielle du dioxyde de carbone dans l'eau de mer, elle augmente comme la puissance 12,5 de la température absolue de l'eau de mer. Bon, alors on va répondre tout de suite. En réalité, vous avez absolument raison sur le début, mais pas sur la fin. Sur le début, en gigatonnes de carbone, il y a effectivement un cycle mondial qui annuellement correspond à une émission de 200 gigatonnes de carbone et une absorption, grosso modo, hein. Alors c'est 80 par les océans, je ne sais plus exactement le chiffre, et 120 ou l'inverse, enfin voilà, une centaine dans chaque, centaine à cause des océans, centaine à cause des continents. Et ceci correspond à l'équilibre du CO2 dans l'atmosphère, et il y a à chaque fois la pompe de 200 gigatonnes. Et effectivement, on rajoute 10 gigatonnes. Et sur ces 10 gigatonnes, il y en a la moitié qui sont systématiquement pompées. On ne comprend pas encore trop bien comment ni pourquoi. On est simplement très content. Il y en a toujours la moitié qui est pompée. Qu'on en émette 3 ou 10, c'est-à-dire au tout début ou maintenant, il y en a la moitié qui est pompée par les océans et un quart par les océans, un quart par la biosphère, c'est-à-dire la biosphère continentale. Voilà. Donc ça, c'est à peu près une loi générale. Toutes les courbes sont là-dedans. Bon, après... oui. Non, il faut quand même que le micro circule un peu. Alors pour le reste, je conteste aurez... assez la suite, mais on pourra en discuter ensemble. Vous aurez le temps de discuter après. Au moment de la dédicace. Alors ma question, elle est toute simple, elle est tout à fait relative à la question précédente. En fait, c'est quand je regarde le graphe que vous avez dans votre livre, on voit au niveau des émissions et au niveau de l'absorption par la mer, c'est c'est une courbe assez continue. Par contre, au niveau des absorptions par la surface terrestre,
on voit qu'il y a des très grosses variations d'année en année. Voilà, exactement. Est-ce que C'est vous pouvez les juste m'expliquer pourquoi? Oui, oui, c'est les fluctuations de la biosphère. Mais encore? La biosphère, c'est toute la végétation et les sols. C'est-à-dire que, parce que là, on a... Oui, oui. Elle a changé d'ailleurs par rapport à des précédentes versions. Oui, oui, Là, tout à c'est fait d'accord. 50 ans, on voit- Absolument, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, initialement, il y a 5-6 ans, on estimait ça par déduction. On voit que le sol ne bouge pas et on attribue ça à la biosphère. Maintenant, en 5 ans, on a fait les mesures de la biosphère. Et on donne l'écart à l'équilibre, qui est de l'incertitude, et les données là-dedans. Une dernière question. Peut-être autre chose. Monsieur. Quelle serait l'incidence à un petit moyen terme sur Un petit l'érosion? Dans quoi? L'incidence Oui. en matière d'érosion Oui. sur souvent les difficultés entre pays, les causes de guerre sont liées aux frontières, sont liées à des problèmes de périmètre. Quelle est la projection, la prospection que vous faites dans la matière? J'ai pas bien saisi la question. La Il y a stabilité, l'érosion, mais il y a oui. quoi? Il y a l'érosion, les côtes vont changer. Oui. Il y a des conséquences économiques majeures. Il y a nombre d'industries qui sont en périphérie des pays. Vous parlez du trait de côte ou vous parlez de Le la trait de hauteur côte, oui. de l'eau? Le Parce trait que de le côte, problème principal qu'on se pose, c'est la montée du niveau marin dans oui. les zones de grandes métropoles. Mais bon, le trait de côte évolue aussi, oui. C'est pas vraiment ça qu'on met en évidence, c'est pas ça qu'on met en premier, parce que beaucoup de traits de côte sont aussi liés, l'évolution du trait, c'est lié à la hauteur des vagues et la force des tempêtes, donc le climat, mais c'est aussi énormément la gestion de l'homme. Alors, c'est le pompage des nappes par en dessous qui abaisse le sol progressivement. C'est le délestage de sable dans beaucoup de pays en voie de développement qui permet une érosion extrêmement accrue des côtes, etc. C'est très compliqué. Mais c'est pas le trait de côte n'est pas mis, même s'il est vrai et important, il n'est pas mis en priorité. Pour les côtes, on parle plutôt de la montée du niveau marin dans Bangladesh, etc., dans les principaux estuaires. Merci. Marie-Antoine Bellière, moi je vous remercie pour avoir accepté cette invitation et participé à cet entretien. Je rappelle Climat, passé, présent, futur aux éditions Belin. Vous avez tout le loisir de reposer des questions à Marie-Antoinette et surtout de boire un verre pour un peu plus de confort pour l'élocution. Le vin est là et l'eau est là et restons un peu encore ensemble. Merci à vous.